Mesdames et messieurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h à la une de l'actualité. L'inauguration par le chef de l'État des nouveaux locaux de l'état-major de la maison militaire. Cet événement marque une avancée significative dans la restructuration et l'amélioration des capacités de cette unité essentielle à la sécurité présidentielle. En cette journée du 8 mars dédiée à la célébration des droits des femmes, la rubrique économie nous plonge dans l'univers fascinant des tontines, véritables moteurs économiques et sociaux animés par les femmes. Aminata Mengafal nous amène à Yembel Komiko pour découvrir comment les femmes contribuent à leur émancipation et à leur autonomie économique. Dans le JT des régions, nous irons à Ziguinchor, dans le village de Edjungu, où la tradition de la poterie se transmet de mère en fille. Malgré l'évolution des temps, Evelyne Bassène reste fidèle à l'argile. Elle continue de modeler avec passion et dextérité des pièces uniques qui racontent la culture de son village. On le verra. Voilà pour les titres de ce trésor. Bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. Le président Macky Sall a procédé hier au lancement officiel des travaux de Diamond Green City, situé au cœur du 4e arrondissement de Diamniadio. Ce projet pionnier ambitionne de redéfinir le concept d'habitat avec un écoquartier exemplaire. Avec ses 1856 logements variés, Diamond Green City promet une intégration harmonieuse d'innovation, de durabilité et de diversité résidentielle. Aboubakry Kane. À un rythme de croissance rapide, la jeune ville de Diamniadio, âgée à peine de 10 ans, accueille un nouveau projet emblématique et ambitieux, axé sur la durabilité environnementale et le bien-être des résidents. De jour en jour, Diamniadio conforte ainsi son standing de ville moderne aux vocations multiples. Vocation administrative, industrielle, éducative, scientifique et technologique, mais également sportive et diplomatique. Le tout facilité par des infrastructures de transport modernes avec l'autoroute à péage, le TER, qui connectera bientôt la ville à l'aéroport international Blaise Diagne. Aujourd'hui, nous confortons un volet essentiel, c'est le volet habitat de la ville. Un volet tout aussi important et nécessaire parce que les villes vivent par leurs habitants qui leur donnent un supplément d'âme et de personnalité. Diamniadio s'applique à paraître magique pour faire comprendre aux usagers le messager des développeurs et promoteurs. Nous bâtissons pour que vous nous rejoigniez. La ville nouvelle de Diamniadio s'impose d'elle-même pour décongestionner Dakar et sa banlieue. Voilà pourquoi nous avons lancé les pôles urbains de Diamniadio, de Lac-Rose, pour ne citer que cela, pour offrir de nouvelles possibilités d'habitat, d'investissement et de création d'autres activités et commodités indispensables aux établissements humains. Ce complexe immobilier Diamniadio Green City s'inscrit dans la dynamique en contribuant à la diversification de l'offre de logement de la ville. Je me réjouis de savoir que ce projet, qui s'établit sur 20 hectares, développera des écoquartiers en 4 phases avec un concept de vie urbaine offrant un cadre harmonieux de mixité où se côtoient le haut et le moyen standing. Le quartier comprend également des infrastructures éducatives, un pôle médical complet et des commerces pour répondre aux besoins des résidents. Cette offre d'habitat complète cette vision excellence qui est la vôtre. Cela fait 12 ans, aujourd'hui est une réalité. C'était nécessaire pour nous de ne pas être parmi les abonnés absents et d'offrir ce complexe qui présente ces infrastructures sanitaires, éducatives, culturelles, sportives et qui propose un environnement d'excellence au sein du pôle de Diamniadio que vous avez conçu et pensé il y a cela 12 ans. La mixité est indispensable pour plus d'humanité, une capacité d'accueil et d'intégration
de diverses couches sociales. C'est ce que j'ai appelé le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Au-delà de Diamniadio, le programme 100 000 logements se poursuit. C'est un programme que nous développons à travers le pays et qui répond également à cette exigence de mixité sociale. Je voudrais saluer ici et féliciter le promoteur, M. Nabil Riyad, pour son engagement à nos côtés avec cet important investissement dans ce projet d'envergure qui contribuera à façonner la nouvelle ville de Diamniadio, ce que j'appelle le Diamniadio de demain. Une ville que nous voulons moderne, industrieuse, mais écologique et conviviale. Nabil, je tiens à te saluer et surtout à magnifier ton engagement d'entrepreneur. Et je salue le fait que tu aies mis le social avant le business. Et cela mérite d'être souligné. En commençant par aménager des infrastructures sociales comme la mosquée, cette belle mosquée, et surtout pour la maternelle, l'école maternelle, sans même attendre le volet commercialisation. Diamond Green City met l'accent sur l'énergie solaire et le recyclage des déchets. Le quartier entend réduire son empreinte carbone et préserver les ressources naturelles. Un peu plus tôt, le président Macky Sall a dévoilé les installations flambant neuves de l'état-major de la maison militaire. Cette inauguration marque une étape clé dans le renforcement et la restructuration de cette entité dédiée à la sécurité présidentielle. Exprimant sa satisfaction, le chef de l'État a rendu hommage au dévouement et au patriotisme des agents, les exhortant à poursuivre leur mission avec rigueur au service de la nation et de ses valeurs. Oumagning. Les honneurs devant la maison militaire. Un instant solennel pour la structure qui accueille l'autorité de tutelle, le président de la République. Ce matin, la maison militaire étrenne son nouvel état-major. Le président de la République, Macky Sall, pose l'acte symbolique en présence du gouverneur militaire, le colonel Adama Gueye. En visitant les nouveaux locaux, le chef de l'État constate en même temps l'amélioration des infrastructures et la valorisation des conditions des personnels, à l'instar des autres forces de défense et de sécurité. C'est avec plaisir que je m'adresse à vous, d'abord pour vous exprimer ma fierté, ma satisfaction sur le sens de l'honneur que vous donnez à votre mission, celle d'assurer la protection du président de la République, membre de sa famille, que vous faites avec honneur et dignité. Je l'ai dit tout à l'heure au colonel gouverneur militaire, j'ai vécu la réorganisation et la montée en puissance de la maison militaire. J'ai vu l'évolution des effectifs, mais également du matériel, de la logistique et des conditions. On ne fera jamais assez pour les conditions afin que vous puissiez en tout temps et en tout lieu servir dans les meilleures conditions. Et nous tâcherons toujours d'être attentifs, et même si je dois bientôt quitter mes fonctions, parce que ainsi va la vie des institutions, je vous engage à continuer à servir l'État et la République comme vous le faites si bien, puisque la gendarmerie nationale et particulièrement la maison militaire restent les remparts, les derniers remparts de la République, quelles que soient les situations. Et pour cela, je voudrais féliciter encore une fois le colonel gouverneur militaire ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs
Et j'ai bien vu la diversité et la belle intégration également entre les éléments de la gendarmerie nationale et ceux de la police nationale. Et cela est extrêmement important. Donc, encore une fois, merci. Et bon, bonne mission pour la suite. Gardes rapprochés, escadrons d'intervention, groupes de protection et autres personnels administratifs et de services, les composantes de l'état-major sont dotées de moyens et équipements leur permettant de rester toujours fidèles à leur mission qui est de servir l'État avec honneur. Dans la foulée, le chef de l'État a fait un tour au bureau d'architecture et de conservation des palais nationaux. Là aussi, le président Macky Sall s'est félicité du travail de qualité de la patronne Mme Youga Sylla Diouf et ses collaborateurs dont les résultats sont visibles sur l'ensemble du territoire national. C'est donc une demi-journée riche pour ces structures rattachées au cabinet du président de la République. Le chef de l'État qui a communié avec des compatriotes qui lui marquent toute leur fierté. La nomination de Maître Sidiki Kaba au poste de Premier ministre ne laisse guère de place au doute quant à la pertinence de ce choix. Tout au long de sa carrière, l'homme s'est distingué dans les différents rôles de souveraineté qu'il a assumés au sein des gouvernements successifs. Fidèle parmi les fidèles au chef de l'État, il a désormais la délicate mission de conduire les politiques publiques et parachever l'œuvre immense de transformation socio-économique du pays impulsée par le président Macky Sall. Maître Sidiki Kaba à la primature au-delà du symbole. Le commentaire est signé Ousmane Garifay. La mine sereine est grave. Le pas mesuré qui s'avance dans la solennité républicaine en direction du chef de l'État. Quand il foule le tapis rouge dans les entrailles du palais de la République, l'avocat ne sait plus que jamais en rendez-vous avec l'histoire. Celle de devoir, dans un contexte national particulier, présider aux destinées de la nouvelle équipe gouvernementale sous l'impulsion du chef de l'État. Un choix présidentiel qui procède d'une lucidité politique tant celui qui hérite du fauteuil primatorial a séjourné de 2013 à 2024 dans tous les secteurs de la souveraineté nationale. Justice, diplomatie, défense, sécurité nationale, c'est un homme du sérail qui connaît donc la gloire, l'honneur et la confiance sans cesse renouvelée du chef de l'État qui arrive à la tête de la primature. Auréolé de tant de légitimité, le natif de Tambacounda vient ouvrir sans doute un chapitre nouveau dans la vie de l'État et de la République. Homme de rupture, intellectuel fascinant, l'avocat n'en est pas moins connu pour être une personne affable, un homme des relations humaines qui a imprimé ses marques partout où le devoir l'a appelé, dans les arcanes de l'État comme dans sa vie professionnelle, en devenant depuis ce 6 mars 2024 le 5e Premier ministre du président Sall. Maître Kaba devient du coup le 16e de l'histoire politique du Sénégal, avec un agenda sociopolitique qui lui laisse une très petite marge de manœuvre à l'acclimatation. Contraint par l'urgence et l'enjeu, l'avocat est appelé à imprimer une cadence soutenue à l'action gouvernementale pour parachever les chantiers présidentiels en cours et amorcer le début de réalisation de ceux qui doivent l'être. À présent, je vous fais lecture de ce communiqué de la Direction générale des élections en application des dispositions de l'article L11 7e du Code électoral. Le directeur général des élections invite les mandataires des candidats de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 à venir retirer le fichier électoral en version électronique et papier au niveau du service informatique de la Direction générale des élections à partir de ce vendredi 8 mars 2024. L'article 277 se trouve donc au cœur d'une controverse confiant l'autorité parentale. Cet article 277 du Code de la famille sénégalais confiant l'autorité parentale exclusivement au père attise les débats. Alors que les voix s'élèvent pour une révision de cette disposition légale, les défenseurs des droits des femmes appellent à une modernisation urgente. Face à eux, les positions des leaders religieux varient, ajoutant une couche de complicité à la discussion. C'est le reportage
de Mamadou Sakine en cette journée internationale dédiée aux droits des femmes. Voici son reportage. Au Sénégal, l'autorité parentale est dévolue à l'homme. Une disposition de l'article 277 du Code de la famille. Les défenseurs des droits de la femme méritent pour une révision de cette loi. Je pense que ça doit être revu quand même. Et moi, ce que je proposerais par rapport à cela en tant que parlementaire, c'est de revoir les modalités, parce que aussi nous devons s'adapter par rapport à la réalité, en renforçant quand même, mais aussi en élargissant, surtout aux mamans, par exemple, qu'ils aient la possibilité de donner une autorisation à leur fils. Parce que, par exemple, si vous prenez l'exemple, par exemple, d'une femme qui a son enfant, peut-être qui est divorcée, ainsi de suite. Maintenant, si elle veut voyager avec son fils, elle sera obligée d'attendre l'autorisation du père pour qu'elle puisse partir avec son fils. Je pense que ça, ce n'est pas intéressant. Le débat est diversement apprécié du point de vue religieux. Cela est attesté dans le livre de la Genèse, dans la Bible, au chapitre 2, verset 18. Il les créa hommes et femmes. Et voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous deux ne feront qu'une seule chair. Alors, vu sous cet angle-là, il faudrait tout simplement dire que l'homme et la femme sont complémentaires dans ce qu'il convient de dire l'éducation des enfants. Cet enseignant-chercheur au département d'arabe de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a une autre lecture de la question. Ah non, les autorités publiques sont là. Il faudra les circonscrire et laisser l'autorité publique de pouvoir légiférer et de les résoudre. Les résoudre du point de vue purement moral et éthique à travers les rencontres, la formation et du point de vue judiciaire, quand il y a un différend entre les deux époux en cas de séparation pour les enfants mineurs. En cas d'abus, c'est la justice qui va s'en occuper pour trancher. Parce que on a des statistiques que de nuit attaquer le principe. Mais c'est la déviation qu'on doit résoudre. C'est faille bi am ci li ñu bëgg def nii léegi. Que gis nañu ay abus, abus bi l'origine c'est quoi? C'est l'autorité de la puissance paternelle. Pour résoudre cela, il faudra se verser dans l'autorité parentale. Alors là, c'est démesuré. Malgré la controverse autour de l'autorité parentale, les femmes se battent pour une égalité. Elles se heurtent à des pesanteurs socioculturelles. Nous nous battons pour que ce code de l'enfant soit voté. Nous ne l'avons pas encore réussi. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'associations de femmes. Et nous discutons aussi bien avec les religieux, les chefs coutumiers, tout ça, pour avoir ce code. Parce que c'est quelque chose de sensible. C'est pourquoi on n'a pas encore réussi à l'avoir. Mais nous sommes en train de nous battre pour que ce code soit mis sur la table. En attendant le vote modifiant le code de l'enfant, le débat va se poursuivre. Quant à l'évolution de l'autorité parentale en faveur des femmes, la perspective reste ouverte. L'article 277 se trouve donc au cœur d'une controverse passionnée, considérée par une partie de la population comme une relique du passé. Cette disposition légale divise profondément l'opinion publique entre appel fervent à sa réforme et défense acharnée de son maintien. Les Sénégalais se prononcent. C'est un micro-trottoir de Mamadou Sakine. J'avoue vraiment que c'est une loi ancestrale. Ça doit être révisé conformément à ce que nous vivons. Et je suis pour l'autorité parentale partagée. Je peux même dire l'autorité parentale égalitaire. Voilà, moi je préfère ça. Pour le bien-être de l'enfant. On doit revoir cet article pour au moins départager les deux parents. Parce qu'il peut y avoir un divorce. Donc la femme va être pénalisée. Moi je suis pour l'autorité parentale partagée. Et pourquoi? Parce que les parents, tout le monde naît égaux et que les parents sont égaux par rapport à l'enfant. Donc je pense que ce qui incombe à l'homme incombe à la femme. Donc je suis pour la révision de l'article 277 du Code de la famille. Moi je suis contre, hein, parce qu'un homme, c'est le chef de famille, c'est lui qui doit diriger. Et on est musulman. C'est surtout ça, le dernier mot doit appartenir toujours à l'homme. Même en cas de divorce. La femme doit avoir l'autorisation parentale pour pouvoir éduquer ses enfants comme l'homme et avoir l'entente aussi au niveau, même s'il y a du divorce aussi, ça ne doit pas poser des problèmes. Voilà, chacun se fera son idée en cette journée internationale des droits des femmes.
La radio-télévision sénégalaise célèbre l'esprit indomptable et la contribution exceptionnelle des femmes sénégalaises. À travers un plateau spécial Njukkal, la RTS a mis en lumière des histoires inspirantes de femmes venant de différentes régions engagées dans une myriade d'activités. Anis Nyanyamane. Par ce plateau spécial appelé Njukkal, la radio-télévision sénégalaise célèbre la femme. Une idée de la direction générale qui magnifie la bravoure de la femme sénégalaise. C'est une innovation de la RTS. La direction générale a bien voulu le mettre en œuvre à travers une émission qui s'appelle Njukkal Jigéenu Sénégal. Nous avons cherché des femmes partout au Sénégal, à Kolda, à Ziguinchor, à Louga, à Kaolack, etc., pour les amener à Dakar et leur donner des distinctions. Le Sénégal regorge de potentialités. Les femmes sont dans le fin fond du Sénégal et sont en train d'abattre un travail extraordinaire. Donc nous avons choisi des femmes pour donner des exemples au monde, aux Sénégalais et à l'Afrique. Venues des régions du Sénégal, ces femmes d'activités différentes se font distinguer. Nous avons appelé une femme qui s'appelle Namata Touré, qui est très connue à Kolda, qui est opératrice économique, mais qui est aussi agricultrice. Nous avons une autre femme, Awa Alassane Sow, qui est, elle, femme éleveur. Une autre dame, Madame Mariama Fall, elle vient de Kaolack et elle s'active dans tout ce qui est produits, céréales locales, etc. Nous avons une autre femme qui vient de Guédiawaye, une femme qui a quand même mis en place une mutuelle pour les femmes. Et enfin, nous avons une autre professeure quand même, de médecine. Elle s'appelle Maïmouna Ndour Mbaye. Elle est diabétologue et elle est la première femme élue à l'Académie de médecine de la France. Mariama Fall, la soixantaine, vient de Kaolack. Depuis 2011, elle s'active dans la transformation des produits locaux et engage plus de 300 femmes. Dans le Saloum, il y a beaucoup de cultures. Il y a beaucoup d'arachides, beaucoup de mil, beaucoup de niébé. Donc, on est dans la transformation des céréales. Nous réussissons à transformer ces graines en produits finis qui peuvent durer presque 6 à 1 an. Depuis 2011, on est dans la transformation. On est plus de 300 femmes. C'est un GIE départemental. Je demande aux femmes, surtout, de chercher un métier. Le métier, c'est l'épanouissement d'une famille. Si chaque femme s'active pour avoir des revenus, pour consolider la paix dans sa maison, ça serait une très bonne chose. Donc je lance un appel aux femmes de venir vers les transformatrices. C'est un métier, c'est un nouveau métier, mais c'est un métier d'avenir. La confiance que la RTS a envers les femmes n'est plus à démontrer. Elles occupent des places importantes dans les instances de décision. Le DG Racine Talla, dans sa politique, a fait une part belle aux femmes. Parce que les directions sont occupées pour la majeure partie par des femmes. Et c'est des instances de décision. Donc aujourd'hui, les femmes peuvent être fières. Les femmes sont compétentes. Parce que tous les combats qu'elles mènent, elles les gagnent. Elles sont organisées, elles sont pratiques. Vraiment, c'est ce que le DG a compris et a fait confiance à ces femmes-là. Et c'est quand même une première, je crois, dans l'histoire de la RTS. Cette journée dédiée aux droits des femmes est une occasion pour rendre hommage à ces braves dames qui s'activent quotidiennement dans le développement social et économique du pays. Place maintenant à l'actualité de nos régions. C'est juste après ça. Et cap d'abord sur Kaolack pour un rendez-vous inspirant avec une figure emblématique de l'enseignement supérieur, le professeur Ndeye Coumba Touré, rectrice de l'université El Hadji Ibrahima Niass. Avec plus de 30 ans dédiés à l'enseignement et à la recherche, cette femme d'exception incarne la persévérance et le succès. Son parcours scolaire, entièrement réalisé au Sénégal, de l'école primaire Ouagouniaï 2 au prestigieux lycée John Fitzgerald Kennedy jusqu'à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, est une source d'inspiration. Son parcours, avec Claire Diop, pardon. Le regard inspire, le sourire apaise, le parcours fascine. Le docteur Ndeye Coumba Touré, une femme engagée pour un développement inclusif, durable,
Professeur titulaire de classe exceptionnelle avec comme spécialité bactériologie, virologie, la dame, un pur produit de l'école sénégalaise. Avant la fin de mon cursus, j'ai fait le concours d'internat des hôpitaux. J'ai été initiée à la recherche très tôt par mon maître, le professeur Souleymane Boub. Donc, juste après ma soutenance de thèse, j'ai intégré un projet de recherche qui se faisait à Niakhar, toujours dans la région du Sine Saloum, donc où on faisait l'évaluation d'un vaccin contre la coqueluche. Donc, j'ai eu à travailler 5 ans dans ce projet, tout en continuant mes études, en faisant ma spécialisation en bactériologie, virologie. Après, j'ai eu ma spécialisation en bactériologie, virologie. Après, j'ai fait une spécialisation en léphrologie. J'ai fait une spécialisation en chimie, biochimie. Ainsi démarre une riche carrière professionnelle reconnue. Universitaire, elle est d'abord enseignante vacataire en 1994 à l'École supérieure polytechnique de l'UCAD, enseignante-chercheur en bactériologie, virologie, agrégée en 2004 suite à un concours à Libreville. De son retour au pays, beaucoup de projets sont déroulés. J'ai parallèlement avec l'École supérieure polytechnique évolué dans le milieu hospitalier. J'ai mis en place le premier laboratoire de biologie moléculaire dans une structure publique au niveau du Sénégal, au niveau de l'hôpital de Dantec. En 1998, ça a été inauguré par le ministre Ousmane Ngom, qui était le ministre de la Santé d'antan. Après cela, j'ai évolué dans la recherche aussi avec beaucoup de projets de recherche. On a eu à travailler sur le VIH-Sida. Et là, dans le VIH-Sida, avec l'avènement de la thérapeutique antirétrovirale, on a lancé l'initiative sénégalaise d'accès aux antirétroviraux. Pour relever les défis, le professeur Ndeye Coumba Touré est parti chercher la connaissance au loin en France, puis à Stanford, aux États-Unis. En 2016, le projet de démarrage du pôle de biologie de l'hôpital Dalal Jamm de Dakar lui est confié. Projet mené de main de maître. J'ai mis en place les premières machines. On a pu trouver les premières machines pour démarrer la biologie au niveau de l'hôpital Dalal Jamm, qui a ouvert ses portes en août 2016 pour accueillir les premiers malades. Et actuellement, c'est un joyau dans le dispositif sanitaire du Sénégal. En 2019, pour la première fois, une femme est nommée au poste de conseiller technique en charge des partenariats de la recherche et de l'innovation. Autre consécration. En 2020, le professeur Ndeye Coumba Touré est nommé recteur de l'université El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. Et depuis, la femme se bat plus qu'un homme pour faire de l'UCI une structure d'excellence. Et il a fallu apporter restructuration et innovation majeure. Il y avait 11 IFR. On s'est rendu compte que démarrer avec 11 IFR allait être très difficile. Et donc, de façon collégiale, on a décidé de restructurer cette université en 4 UFR. Et c'est sur la base de ces 4 UFR, dont le décret est sorti en décembre 2020, qui nous a permis vraiment de poser l'ensemble des jalons au sein de cette université. Depuis, une dynamique est créée pour inculquer aux étudiants la triptyque des 3 E, engagement, expérience et excellence. Nous essayons vraiment d'impulser la qualité dans tout ce que nous faisons. Dans la pédagogie, et là, ça se conforte toujours avec les résultats que nos étudiants ont, parce qu'on vient de créer des masters récemment au sein de USN. Avant, on était au niveau licence. Femme, leader, manager, épouse et mère, beaucoup de responsabilités sur son épaule, mais le professeur Ndeye Coumba Touré a su maintenir le cap avec à la clé un atout de taille. Ma propre famille, la famille de mon époux, vraiment, machallah, je remercie le bon Dieu pour ça. J'ai une petite sœur, moi je ne fais que enfanter. Après tout le reste, c'est elle. C'est elle qui gère. Donc, j'ai laissé des bébés à 3 mois et partir avec des tire-laits. Le soir, je tirais le lait, je versais dans l'évier parce que je ne voulais pas arrêter l'allaitement maternel. Et si un enfant ne tète pas, il n'y a plus de lait. Donc, je tirais le lait, je versais dans l'évier. Parfois, je versais dans l'évier en pleurant. Je dis, mais
pourquoi je fais tout ça là? Après, je reviens, je redonne le sein au bébé, après, le bébé continue à téter. Mais bon, là, si je n'avais pas cet environnement et cet accompagnement, je n'aurais jamais réussi cela. Donc ça, et je souhaite à toute femme vraiment d'être dans un environnement favorable pour pouvoir exceller, parce que nous sommes toutes intelligentes. Oui. Le professeur Ndeye Coumba Touré, un modèle de résilience, de persévérance. Elle se veut un exemple pour la jeune génération. Comme pour dire, la réussite est au bout de l'effort. Suffit d'y croire, de mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir s'en sortir un jour. Et je vous emmène à présent à Ziguinchor, à la découverte d'un art ancestral qui résiste au temps. La poterie à Edjungu, un village où l'activité et l'apanage des femmes, depuis des générations, beaucoup ont choisi de se tourner vers d'autres horizons. Pourtant, Evelyne Bassène persiste et signe fidèle à la tradition de l'argile, portrait d'une passionnée qui modèle bien plus que de la terre. C'est avec Abdoulaye Sinkare. Nous sommes à Edjungu, un village du département d'Oussouye situé dans la commune d'Oukout, dans l'arrondissement de Loudjawolof. Ce village est surtout connu pour le savoir-faire de ses femmes, la poterie, une activité ancestrale aujourd'hui de plus en plus délaissée. Alors, pour en savoir plus, nous allons à la rencontre de Evelyne Bassène, qui est aujourd'hui l'une des porte-flambeaux de cette activité. Armée de pagaie, le pas déterminé, Evelyne Bassène suit ses filles en direction des Bolons. Sur la berge située à un jet de pierre de sa maison, elle ramasse les coquillages indispensables pour son travail. Les coquillages, c'est pour chamoter l'argile. En termes de céramique, c'est la chamotte. C'est ça qui rend solide à la pièce après la cuisson. On doit les faire bouillir. D'abord, on mange le bena l'ermite qui est à l'intérieur. Et on fait cuire les coquilles vides directement dans le feu. Ça change couleur. Ça donne de la couleur grise. Et on pile cette coquillage, on les réduit en poudre. Je prends la poudre pour le mélange. Evelyne est potière. Son travail, modeler la terre. Elle prépare ici le mélange pour ses futures pièces. Je mets d'abord la peau et la poudre, je mets l'argile. On remet encore une autre poudre dessus, je commence à mélanger comme ça. J'ai 48 heures de mélange. Et pourquoi c'est 48 heures de mélange? Quand elle n'est pas bien mélangée, ça explose pendant la cuisson parce que l'argile a des bulles d'air. La poterie est une activité ancestrale à Edjungu. Ce savoir-faire, transmis par sa mère, n'a plus de secret pour Evelyne. La durée de cuisson, les petites pièces, ça va de 1 heure à 4 heures de temps. Les grosses pièces, 48 heures, de 1 heure à 48 heures. Et 72 heures pour les statuettes, les sculptures. En rajoutant du bois au fur et à mesure, en écartant de temps en temps pour regarder l'état de la pièce. Quand la pièce devient brique, on écarte carrément le bois, je sors la pièce, je la laisse refroidir. La légende raconte qu'il fut un temps, toutes les femmes du village devaient partager la même marmite. Et c'est de la résilience de l'une d'elles qu'est partie l'idée de confectionner des récipients. Il y avait une seule marmite dans ce village, autour de rôle. Je prépare aujourd'hui et les autres sont derrière moi. En attendant le tour du village, cette dame a perdu un de ses fils, mourir de faim. Elle a de quoi les donner à manger, mais elle n'a pas de marmite préparée. Alors, par cette situation, elle a dit à son mari, moi je vais essayer de créer quelque chose que je pourrais prendre pour préparer à manger pour ma famille. De la marmite de cuisson au récipient de conservation, la poterie produit des pièces utiles et variées. La grande jarre, non seulement pour conserver l'eau, c'était des frigos locaux. Ça garde l'eau au frais, mais elle garde du poisson ni de la viande.
pendant des mois, où c'était des valises aussi. Cette seau traditionnelle, non seulement pour puiser de l'eau, mais c'était des coffres-forts. Je vais vous montrer la taille de leur coffre-fort, là où elles gardaient leur argent, enterraient ça dans le sol. Evelyne confectionne aussi des œuvres d'art. Enrichir vraiment cette branche. Parce que, par exemple, chez nous ici, quand on dit « je vais inviter des artistes », amène-moi des artistes, on t'amène des chanteurs. Et pas nous qui travaillons. Ouais. On a toujours l'amour de ça, nous. En plus de l'héritage traditionnel, Evelyne a eu la chance de se perfectionner à l'École des Arts du Maroc. Aujourd'hui, elle est sollicitée un peu partout et anime même des ateliers dans des universités. J'ai un programme pour le mois de juin pour les autres universités, des Autrichiens, et qu'ils ont collaboré avec Gaston Verger. On fait des ateliers avec eux. Généreuse dans l'effort et dans le savoir, elle tient à transmettre son art aux plus jeunes. Toute petite, j'accompagnais ma mère et je jouais avec l'argile. Par la suite, je suis allée à Kolda où j'ai grandi. À mon retour, c'est auprès d'Evelyne que j'ai vraiment appris le métier. Pour Evelyne, la poterie est un travail qui rapporte, mais beaucoup de difficultés freinent son épanouissement. À l'heure actuelle, il y a peu de clients. Peu de clients qui viennent. Des fois, on a des difficultés pour le transport parce que je n'ai pas un moyen logistique. Pour la recherche de cette argile, je loue des pirogues. Aujourd'hui, Evelyne n'a qu'une seule ambition, faire de ce bâtiment à l'entrée de sa maison une galerie, mais aussi ouvrir une école pour la formation des jeunes. Voilà pour ce très beau portrait signé Abdoulaye Sinkare. Pour finir, plongeons au cœur de la dévotion et de la piété au petit séminaire Saint-Joseph de Ngazobil, où chaque vendredi après-midi du carême prend vie le chemin de croix. Sous la direction de l'abbé Théodore Wali Diouf, cette cérémonie s'adresse comme un moment de solennité profonde mêlant enseignement et réflexion sur la foi. Découvrez comment ces jeunes pensionnaires, futurs prêtres de Ngazobil, s'imprègnent de la richesse de cette tradition, véritable pilier de leur parcours spirituel. C'est un reportage de Fatmata Banelba. C'est à genoux que les pensionnaires du petit séminaire Saint-Joseph de Ngazobil célèbrent le chemin de croix, comme pour se souvenir ou encore revivre les souffrances de Jésus dans le désert. Au-delà des prières quotidiennes, les futurs prêtres accomplissent cette démarche de foi dans leur chapelle, qui est le lieu central du séminaire où toutes les prières se font. Ce soir, les élèves de 5e sont de retour pour la célébration du chemin de croix. Dans le processus de la formation, cette chapelle où nous nous trouvons est un des lieux centraux du séminaire. Nous y prions tous les jours et lors du chemin de croix, c'est par classe. Chaque classe a son tour de lecture et les séminaristes ont l'habitude de se mettre à genoux durant toutes les stations qui sont faites. Donc je suppose que dans leur cœur, ils savent qu'eux aussi sont invités à participer aux souffrances du Christ une fois sortis de ce lieu, de faire de telle sorte que leur vécu au séminaire puisse refléter justement l'image du Christ, puisque le prêtre est un autre Christ, comme on le dit, et qu'il est invité et appelé à se mettre sur les pas du Christ pour rayonner avec lui. Selon Abbé Théodore Wali Diouf, les 40 jours du carême sont à l'image de la vie humaine, présentés comme un séjour dans le désert, la traversée d'une épreuve, mais aussi une étape de foi. Ces jeunes de Ngazobil sont appelés à vivre pleinement le carême, un temps de conversion qui se résume en la prière, le jeûne et le partage. Donc le comportement moral doit se refléter dans le jeûne que nous faisons. Et le jeûne influence normalement les attitudes et les gestes que nous devons faire.
Et le carême catholique a également 2 autres paramètres qui l'accompagnent, c'est la prière et l'aumône. C'est pour cela que d'ailleurs, dans l'Église, on encourage beaucoup les chrétiens à prier davantage. Non pas qu'ils ne prient pas en dehors du carême, mais qu'ils accentuent la prière, qu'ils fassent l'effort de toujours mieux se mettre à la disposition du Seigneur, qu'ils se confessent, qu'ils participent aux messes, au chemin de croix et à tous les autres exercices de piété qui se font. Donc, en somme, que cette prière-là soit davantage mieux vécue. Et l'aumône aussi, elle sert aux pauvres. Après chaque célébration du chemin de croix, un enseignement est tiré de la Bible. La bonne parole est donnée aux jeunes, surtout celle qui colle à l'actualité. Une parole de vérité, une parole qui conduit à la justice, une parole qui va engendrer demain la paix. Mais cette paix-là, nous la voulons déjà aujourd'hui. Mais également une parole qui demande aux uns et aux autres de se respecter, de nous respecter, de respecter nos institutions, de respecter même notre état d'être tout simplement. La dignité humaine, elle a beaucoup de paramètres. Mais c'est à travers ce que nous faisons qu'on peut la salir ou l'honorer. L'Église a donc un devoir d'enseignement. C'est important, selon Abbé Théo, de ne pas sous-estimer la qualité de ce qu'on peut enseigner à un jeune, de surcroît celui qui a choisi le chemin du Christ. À la chapelle du petit séminaire Saint-Joseph de Ngazobil, ouvriers, personnel enseignant et autres fidèles du village viennent régulièrement prier le Seigneur. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. ren nag ñun fi ñu fas yéene waxtaanee ak jigéen ñi mooy jigéen ñi nga xam ne tax nañu ku xëy suba dem liggéeyi doo tiit doo jaaxle. 8 mars bi Francesca dina amal plateau bu am solo di ci dalal les femmes restauratrices. wala nga ñëw jël si